Et j'ai le plaisir d'appeler Olivier Barraud, président de l'AT2E Grand Ouest, à me rejoindre. Voilà, le temps qu'il y ait un petit mouvement dans la salle, j'en profite pour dire quelques mots sur Olivier. Je vous rappelle que nous sommes diffusés en direct sur mysafia.com et les interventions seront disponibles en replay. Olivier, merci de vous installer à ma gauche. Vous avez une trentaine d'années d'expérience en tant qu'entrepreneur dans le monde des bureaux techniques dédiés à l'efficacité énergétique, au cycle de l'eau. Vous intervenez aujourd'hui sous la casquette de président de l'AT2E Grand Ouest, une association qui œuvre depuis plus de 40 ans à promouvoir la maîtrise de l'énergie en se fondant sur des bases techniques et en rassemblant une grande diversité d'acteurs, tous unis par la volonté de progresser. Divers programmes, on va y revenir parce que voilà, il y a de l'actualité, il y a des choses très intéressantes pour les professionnels de l'agroalimentaire. Mais tout d'abord, quelques mots rapides sur la T2E et après on parle, méthode, des jalons méthodologiques à adopter. Merci Pierre et bonjour à tous. Donc effectivement, la T2E a une quarantaine d'années. Elle est née au moment des chocs pétroliers, donc dans un contexte aussi de pénurie, mais un petit peu différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. On était plutôt sur une souveraineté énergétique dans l'esprit et aujourd'hui, beaucoup plus axé sur des axes de décarbonation et évidemment environnemental. Donc c'est environ 2400 adhérents au niveau national. Moi, je m'occupe en tant que président du Grand Ouest de la Bretagne et des Pays de la Loire, avec, vous le voyez, un certain nombre de clubs, beaucoup de demandes en ce moment sur le sujet des certificats d'économie d'énergie, évidemment sur la méthanisation, beaucoup moins sur la cogénération aujourd'hui, mais quand même on y revient par certains aspects, et puis sur les énergies renouvelables, biogaz, stockage, etc. Donc ce sont des sujets que l'on développe au niveau régional à travers de nombreuses conférences que l'on va faire. Le 4 juillet, par exemple, sur le thème du froid industriel à Lorient. Il y aura la digitalisation du monde de l'énergie. Un sujet très certainement qu'on va mettre à l'honneur et qui fait le lien avec cette matinée, le lien entre l'eau et l'énergie en industrie, qui sont deux sujets très concomitants et très liés. On l'a vu tout à l'heure et j'aurai l'occasion, je pense, de le réévoquer. Merci Olivier pour cette présentation. Alors tout d'abord quelques mots pour mieux appréhender la crise énergétique et environnementale que nous traversons. Bon voilà, sans passer par des poncifs sur le sujet, il est évident qu'on traverse des crises successives, des crises relativement chroniques, donc on a souvent un phénomène de cycle. Ce qui est sûr, c'est que le sujet énergétique, et on est à la fois sur des cycles courts, qui est le contexte de la guerre en Ukraine avec l'inflation très forte sur les coûts, qui est pour certaines entreprises même vitales, on va dire, notamment en Bretagne, des entreprises fortement soumises à la consommation électrique liée au froid, par exemple. C'est vraiment un enjeu très très fort. Donc évidemment, il s'agit aujourd'hui de travailler sur ce sujet-là parce que c'est un sujet hyper urgent. Mais la trame de fond, vous l'avez aussi, c'est de toute façon la pénurie des ressources, le peak oil par exemple, la fin de cette ressource-là ou la baisse progressive de cette ressource, et puis tous les aspects environnementaux et de décarbonation. Vous avez la petite image de la Bretagne sous les eaux, ça c'est dans les hypothèses où tous les glaciers fondent. Oui, ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux, voilà. Effectivement, je vois que vous l'avez repéré également. Juste sur le court terme, parce que c'est très important pour les professionnels, sur les prix de l'énergie, quelle est votre analyse, prix du gaz, prix de l'électricité, sur ce qui se passe là depuis la fin d'année, le début d'année? Alors c'est très difficile de donner une appréciation complète parce qu'on est sur un phénomène conjugué de pénurie réelle et puis de spéculation, inévitablement, avec un marché français qui a beaucoup de spécificités de ce point de vue-là. On a quand même un certain nombre de ressources. Il y a aussi des aspects de disponibilité de la ressource, par exemple électrique en France, du fait de la maintenance des centrales nucléaires, on le sait très bien. Et je ne reviendrai pas sur tous ces débats-là, mais qui aujourd'hui, on va le voir dans mon explication, engendrent une vraie complexité et des enjeux financiers très très forts, pas simplement évidemment sur la consommation d'énergie en tant que telle, mais sur les investissements qu'on va devoir tous faire, que ce soit au niveau national, régional ou au niveau des entreprises elles-mêmes. Donc les enjeux sont multiples, Olivier. Ils sont multiples et la clé de voûte de tout ça, c'est toujours la sobriété. Que l'on traite de sujet de l'eau ou de l'énergie, c'est pas la peine de se dire on va développer des moyens supplémentaires pour satisfaire les besoins, parce que ça coûtera toujours plus cher que les actions qui, à la base, conduisent à moins consommer, à être plus rationnel, parce que de toute façon, on va être limité par la force des choses. Face à ces enjeux multiples, il y a la nécessité d'avoir une méthode structurée. Oui, voilà. Alors donc, juste en préambule,
ce point de rappel que j'évoquais tout de suite, c'est-à-dire que ce sujet-là, comme de multiples sujets environnementaux, ils sont en prise pour un industriel à l'échelle d'un site comme à l'échelle d'un groupe à différents enjeux. Il y a des enjeux de coûts, bien entendu, des OPEX, des coûts de fonctionnement, des CAPEX, des coûts d'investissement. Il y a également tous les risques associés à éventuellement des risques de rupture de fourniture, de qualité de fourniture. Il y a la réglementation qui se renforce de jour en jour, on aurait tendance à dire. Et puis il y a la réputation que cherche chacun à avoir, évidemment en étant plus green, mais tout en étant plus rationnel. Donc on le verra dans la présentation plus en lien avec les plans d'action de la T2E. C'est vraiment essayer de répondre à ces différents axes autant que faire se peut, et en gardant à l'esprit que la notion d'efficacité énergétique n'est pas incompatible avec la performance industrielle, bien au contraire. Alors vous avez une méthode, votre méthode à vous, c'est la fusée. Ouais, voilà. Donc, je suis un petit peu connu pour ma fusée à 3 étages que je recycle régulièrement, qui s'applique d'ailleurs à beaucoup de thématiques à l'eau comme à la décarbonation. Mais cet exemple que je vais vous montrer illustre bien à la fois à l'échelle d'un site industriel, mais encore plus à l'échelle d'un groupe avec de multiples usines. Et je vais citer l'exemple du groupe Danone qu'on a accompagné sur pas mal d'années dans mon histoire passée. Et où finalement, pour entraîner à l'époque dans le Berry une cinquantaine d'usines, il fallait décliner un plan d'action, une stratégie d'ensemble qui permettait véritablement d'actionner les choses à la fois à court terme. Donc c'est le premier étage de la fusée, c'est comment je travaille sur l'existant. Parce que c'est un petit peu facile de dire je tire un trait sur une usine et j'en fais une toute neuve qui va forcément être plus efficace. Ça n'a pas de sens. Donc l'existant nécessite d'adresser 3 leviers clés. L'un qui est l'audit, le regard extérieur qui va permettre d'améliorer les performances. Beaucoup d'industriels aujourd'hui sont soumis aux audits réglementaires. C'est un outil. Il ne faut pas le voir comme une contrainte, il faut le voir comme une opportunité, quelque part, d'aller identifier des plans d'action et les prioriser derrière à travers, je dirais, une roadmap, un schéma directeur. Le deuxième axe clé, c'est la mesure et le monitoring. On ne maîtrise bien que ce que l'on mesure bien. Si on prétend en énergie comme en performance industrielle progresser sans avoir d'éléments pour suivre les indicateurs et les résultats qu'on obtient, on n'entraînera personne sur ces démarches-là. Je vous montrerai après sur l'aspect du management. Et le troisième axe, c'est la formation. C'est-à-dire que, heureusement, par rapport à 30 ans, quand j'ai commencé, où il n'y avait quasiment pas de formation dans nos domaines, aujourd'hui, il y a de plus en plus de formations. L'Université Bretagne Sud, par exemple, de Lorient, depuis de nombreuses années, forme des jeunes ingénieurs. Il y a des DUT, etc. Mais au-delà de ça, il y a un côté très pratique et opérationnel à avoir sur la méthode. Et donc là, ça suppose d'avoir des personnes qui vont être formées à différents échelons, opérationnels, techniciens, les investisseurs, les acheteurs et les financiers et les dirigeants également. Donc ce premier étage, il est clé parce que c'est ce qui va permettre à court terme déjà d'avoir des résultats et de structurer la démarche ensuite. Mais ça ne fonctionne bien que si on adresse un deuxième étage qui est que chaque année, à peu près tous les industriels font des investissements. Est-ce qu'ils intègrent dans leurs spécifications et cahiers des charges dès l'origine, dans chaque investissement, la notion de performance énergétique ? Dans une unité de conditionnement, dans une unité de process, dans un bâtiment nouveau, etc. Il faut impérativement qu'à chaque investissement, ça soit un levier supplémentaire pour cranter un peu plus la performance énergétique. Et ça s'inspire forcément beaucoup du premier étage aussi, parce qu'on apprend de ses erreurs, et souvent on constate dans le premier étage qu'on aurait pu faire mieux autrement. Et donc, il faut absolument adresser cet étage-là et avoir des guidelines, des standards qui soient clairs pour que chaque usine se mette sur des trajectoires qui soient bien efficaces. Et il y a le dernier étage qui va faire le lien avec la présentation de ce matin, je pense, du groupe Laïta. C'est ce que j'appelle la tip-top plante, c'est l'innovation. C'est penser l'usine de demain autrement. Et on est tout à fait dans ce thème-là sur le CFIA, sur la plateforme sur laquelle on est présent aux côtés de tous les différents acteurs qui ont été cités ce matin. C'est vraiment de commencer à se reposer la question sur le design des usines, sur les process, même sur le packaging. Si vous prenez le cas je parlais des yaourts, eh bien, quand vous avez un pot de yaourt qui est emballé dans un pack de 12, dans un carton, puis sur une palette et que derrière il faut le refroidir, on se prend un petit peu, en tant que thermicien, la tête entre les mains en se disant mais qu'est-ce qu'on fait quoi ? C'est absurde. Donc, et ça va vers des partenariats également. Donc Laïta l'a cité avec un certain nombre de startups qui vont alimenter cette R&D qui n'est pas interne, mais qui vient proposer, on va dire, des alternatives, des solutions et des technologies qui sont particulièrement innovantes et qui permettent d'aller vers cette usine idéale. Donc quand j'ai présenté ça il y a quelques années, c'était au comité Manufacturing Comité de Danone en 2005. La moyenne des usines Danone était environ à 530 kWh par tonne,
tonnes de yaourt. Donc ça ne vous parle pas à tous, mais ce qu'il faut voir, c'est le relatif. Et l'objectif, c'était d'arriver à 400 kWh à la tonne. C'était l'objectif qu'avait fixé Franck Ribot pour toutes ces usines à l'horizon 2010. Et depuis 5 ans, ça pataugeait. Donc on a actionné ça. Et vous allez voir qu'on y est arrivé avec même plus de résultats. Et la demande qui m'a été faite à l'époque, c'est mais cette usine idéale, elle serait à combien dans notre métier du yaourt, en appliquant toutes les meilleures solutions, etc. Et en bon ingénieur, on a fait un greenfield théorique et on s'est dit, l'usine idéale, ça serait 300 kWh à la tonne. Évidemment, à l'époque, tous les responsables du manufacturing ont été scandalisés. Ne dites pas ça, ils vont nous le demander, on ne saura pas comment faire. L'idée, c'est pas ça, c'est d'avoir un objectif qui soit à quelle distance je suis de cette usine idéale. Ce n'est pas d'y être nécessairement. Dans les faits, vous avez ici le retour d'expérience en 2012. Je vous rappelle que l'objectif, c'était en 2010 de 400 kWh à la tonne. Vous voyez que sur ce graphique, en fait, on était en 2012, plus de la moitié des usines, c'est la ligne bleue, était en dessous de 370 kWh à la tonne. Donc le challenge était gagné. Et le fameux objectif impossible à 300 kWh à la tonne, c'est le trait jaune. Eh bien, une dizaine d'usines étaient arrivées à ce stade-là. Et on a refixé un objectif qui est redescendu à 250 kWh à la tonne. Et vous voyez qu'il y avait déjà une usine qui était là. Et ça traduit quoi? Ça traduit un fait important. Vous avez la photo de Christian Maisonneuve, qui à l'époque était directeur pour l'ensemble du groupe du manufacturing puis de la qualité. Ça a été de dire, on intègre dans notre performance industrielle et dans la démarche d'amélioration continue, le Lean, ce sujet de l'énergie, donc dans le management. Et la raison pour laquelle on est allé même plus loin que ce qu'on imaginait, c'est parce qu'au-delà de l'investissement, le levier le plus puissant, c'est d'amener les personnes à travailler différemment dans toutes leurs fonctions. Alors, ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que c'est lors des rendez-vous en lead management, les fameux points 5 minutes. On parle énergie, on pense à éteindre les machines, on pense à revoir le process, le barème en fonction du produit. C'est ça, c'est ces ajustements du quotidien? C'est ces ajustements du quotidien au niveau des 3 étages que j'évoquais. Donc ça va être aussi bien dans le quotidien de la maintenance, de l'exploitation, du process, de la qualité également, parce qu'aujourd'hui on se fixe des limites. Est-ce qu'on peut les réinterroger? Parce qu'on l'a fait souvent de façon hyper sécuritaire. Et ça va au niveau du 2e étage sur les investissements. Donc chaque fonction, à chaque moment où on touche peu ou prou au sujet de l'énergie, une mise en commun pour agir, on va dire, sur ces sujets-là et aller chercher un levier supplémentaire pour aller un cran plus loin, avec évidemment des indicateurs, de la mesure et du suivi des performances. On le voit avec Danone, vous avez poussé l'usine idéale. Et est-ce qu'il y a le produit idéal, au fond, l'implication du service R&D, c'est-à-dire penser des produits qui, dès leur origine, vont aller vers des process les moins énergivores possibles? Alors évidemment, c'est aussi l'objet de la réflexion, c'est la R&D de l'impliquer. C'est aussi collaboratif, hein, je l'ai dit, ça concernait le packaging comme le produit, ce qui est souvent assez lié l'un par rapport à l'autre, et qui va conduire effectivement à imaginer ces produits-là qui vont nécessiter moins d'énergie spécifiquement par tonne produite, évidemment, que ce soit dans leur production ou dans leur transport et dans leur utilisation finale. Intéressant. Alors, la performance effectivement industrielle, l'objectif c'est de l'accélérer, d'où le besoin de dispositifs pour aider les industriels. Vous pouvez nous en dire plus justement sur ce qu'il y a au cœur de l'actualité? Juste un dernier commentaire sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure, et juste ce slide-là pour l'évoquer. C'est-à-dire que je considère, et ça c'est mon expérience toutes ces années avec mes ingénieurs, c'est qu'on a toujours constaté qu'en travaillant sur ces sujets transverses que sont l'eau, que sont l'énergie, aujourd'hui le carbone, ça nous donne une grille de lecture qui permet d'aller plus loin dans la performance industrielle. Parce qu'un industriel a une vision très verticale de ses flux. Les flux financiers, les flux de matière, les flux de produits. Et bien, quand on rentre par les tuyaux de façon transverse, on va mettre en lumière des zones d'ombre, des zones grises, qui sont des zones de non-performance, qualité ou performance. Donc il faut bien voir cette opportunité de l'action sur l'énergie, notamment, comme le moyen d'aller chercher plus de performance. On l'a vu ce matin avec l'AITA, par exemple, sur les nettoyages en place. Aller économiser de l'eau, c'est un levier. Aller réduire les temps de lavage, c'est de la productivité potentiellement. Et là, c'est d'autres leviers beaucoup plus forts, le cas échéant. Maintenant, ce que je voulais vous évoquer également, bien entendu, en lien avec la T2E directement, c'est comment on peut accompagner les industriels. Alors nous sommes une association, on est là en support, en lien avec la DGEC et l'ADEME, pour proposer ce qu'on appelle le pacte industrie. Alors c'est un peu une avant-première ce que je vais vous montrer là, puisque tout n'a pas été communiqué, mais je vais vous donner des éléments sur un package qui va permettre d'aider les industriels à structurer
la démarche telle que je l'expliquais un petit peu tout à l'heure. Donc il faut savoir qu'il y a un historique avec des programmes dont certains ont déjà peut-être bénéficié, qui sont par exemple ProRéféi pour la formation des référents énergie, Invest pour la formation des décideurs, acheteurs, financiers, etc. ProSMEN pour la certification ISO 50001. Ces dispositifs qui ont une durée de vie limitée sont reconduits jusqu'en 2006, mais packagés dans le pack industrie, avec également toute la démarche bas carbone structurée. Donc tout ça va donner un programme d'ensemble, vous allez le voir, qui représente 44 millions d'euros mis en place, financés indirectement par les C2E, mais c'est un peu l'esprit, où vous avez une double lecture, on va dire, de cette démarche, par exemple, sur la partie formation. La partie formation, elle est importante, je l'ai dit, à la fois pour les responsables techniques qui sont à la manœuvre directement. Donc ça passe par des formations de type ProRéféi, où on va à la fois avoir des MOOC, à la fois, c'est par des prestataires qui sont sélectionnés par la T2E, ce n'est pas la T2E qui fait ces formations-là. Une phase de formation, une phase d'accompagnement terrain, c'est-à-dire en mode coaching, comment est-ce que vous avez appris, comment est-ce qu'on le déploie de manière efficace sur le terrain. La même chose pour les financiers, les acheteurs, et pour les dirigeants, notamment pour bâtir leur trajectoire bas carbone. Donc il va y avoir énormément de formations proposées et financées à plusieurs niveaux. Donc on parle quand même de 2700 acteurs de l'industrie qui devront être formés entre 2023 et 2026, donc c'est très important. Et l'agroalimentaire est en tête de gondole un petit peu sur ce sujet-là. C'est 1700 sites et groupes industriels qui vont être impliqués donc, sur les différents dispositifs, formation, certification ISO 50001, ce qui met en place un dispositif d'amélioration continue certifié, et puis également des économies à la clé. Alors c'est difficile de les chiffrer, mais l'ADEME a estimé que cette action-là serait porteuse d'au moins 70 à 120 millions d'euros d'économies sur les factures des industriels qui seront engagés dans cette démarche-là. On voit bien l'engagement effectivement et la mobilisation de toute l'entreprise à travers la formation de tous les maillons concernés, dirigeants et puis DAF, voilà, directeur administratif et financier. Donc là effectivement ça permet de rendre cohérente une stratégie d'entreprise. Complètement. Et ce qu'on évoquait tout à l'heure, le fait d'impliquer toutes les strates, à la fois horizontales et verticales, c'est absolument essentiel, de façon à ce que chacun comprenne le pourquoi du comment et agisse à son niveau pour faciliter la démarche, en valider les bénéfices et le reproduire, parce que c'est souvent, on passe par des phases pilotes. Quelle est la bonne méthode ? La bonne méthode n'est pas absolument universelle, malgré ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a aussi une culture d'entreprise, il y a une spécificité dans les activités et un historique auquel il faut adapter une méthode d'ensemble générale qui est expliquée à travers ces formations-là et ces différents programmes. Donc je vous passe juste rapidement, on va dire, les différents enjeux. Les formations, par exemple, de type ProRéféi, qui sont pour les référents énergie, sont financées à hauteur de 80% pour les PME, donc à la fois de la formation et de l'accompagnement. Le dispositif ProSMEN sur l'ISO 50001 procure une aide jusqu'à 40 000 euros en fonction de la facture énergie, et les 40 000 euros arrivent assez rapidement. Finalement, ça autofinance complètement la certification, l'accompagnement souvent, et voire les débuts d'instrumentation, qui fait l'objet aussi de fiches C2E spécifiques. J'ai eu beaucoup de questions sur ce sujet-là, la 134. Mais donc, il y a des dispositifs d'aide qui existent et il faut que chacun en ait conscience. Même si vous avez entendu parler d'un certain nombre de choses, tout ça va se réactualiser et s'activer. Donc, il faut suivre l'actualité là-dessus, de façon à, vous voyez, le coût pédagogique, par exemple, de la ProRéféi, c'est 3 700 euros pour un référent énergie sur un site, et c'est pris en charge à 80% pour une PME et à 40%, je crois, pour un grand groupe industriel. Voilà, en résumé un petit peu les principaux dispositifs. Merci Olivier. Information importante, ils ont été prolongés, vous avez dit jusqu'à quelle date quelle est la période 2023-2026. 2023-2026 pour saisir ces opportunités. Complètement. Merci. Alors, ça vient juste de se réactiver. Donc les communications vont passer bientôt dans la presse et ailleurs. Je dirais qu'on communique un peu en avance de phase ici. Vous êtes les premiers avertis. Saisissez cette opportunité. On peut applaudir Olivier Barraud pour cette présentation. Merci beaucoup. Restez avec nous. Venez à ma droite pour la suite de la séquence. J'ai le plaisir d'appeler Stéphane Gallard, directeur marketing de Grain de Sel, accompagné de Michael Steren, directeur de production. Bienvenue à vous. Quelques mots pour vous présenter. Le temps
que vous installiez, grain de sel torréfacteur, chocolatier, armateur, connu pour le premier voilier cargo utilisé pour transporter les masses de cacao utilisé dans la nouvelle chocolaterie de Morlaix, inaugurée fin 2021. Stéphane, vous êtes le directeur marketing de Grain de Sel depuis 2018. Grain de Sel qui a une promesse forte en matière d'enjeux environnementaux. Vous en êtes voilà, le garant avec votre fonction. L'idée, c'est d'assurer la cohérence à tous les niveaux. Et Michael, vous, voilà, avec la responsabilité de la production, vous avez effectivement eh bien, ces enjeux environnementaux et en particulier l'efficacité énergétique au cœur de votre quotidien. D'autant que, allez, on le dit maintenant, Grain de Sel fondé par deux frères, dont un certain Olivier Barraud, pas celui que nous avons, et qui était thermicien, enfin qui est thermicien en tout cas de formation, en tout cas, et qui a eh bien l'enjeu de la performance énergétique chevillé au corps. N'est-ce pas, Stéphane? Merci Pierre. Bonjour à tout le monde. Effectivement, donc Grain de Sel, alors je vais... Voilà. Juste, on n'a pas beaucoup de slides, mais au moins pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, Grain de Sel, on est, comme le mentionnait Pierre, une entreprise qui faisons du chocolat et des cafés. Donc on est chocolatier et torréfacteur basé à Morlaix, en Finistère Nord. Le principe de l'entreprise, c'est de faire cohabiter ou de marier deux activités qui sont vraiment très différentes. D'une part, une activité terrestre basée sur l'agroalimentaire, donc la transformation de chocolat et de café, et d'autre part une activité maritime qui consiste à concevoir et opérer nos propres navires. Ce sont des voiliers cargo qui nous permettent d'acheminer nos matières premières depuis l'Amérique latine jusqu'en France avec une empreinte carbone évidemment très largement réduite. Donc ça c'est on va dire le concept de l'entreprise. L'origine de l'entreprise est vraiment de faire du transport maritime décarboné. Les briques agroalimentaires se sont rajoutées comme un moyen de financer en fait le projet maritime. Donc à l'origine, on ne connaissait rien au chocolat et au café. Comme tu disais Pierre, les deux frères, en fait, Jacques et Olivier Barraud, provenaient des énergies renouvelables, notamment des parcs éoliens et des parcs éoliens offshore. Donc ils avaient une habitude et une expertise dans la conduite de projets industriels complexes et surtout dans la captation du vent. Donc c'était une suite assez logique pour eux d'aller vers une captation du vent, non pas pour produire de l'électricité, mais pour propulser des navires. Et comme tout moyen de transport, afin de le financer, il faut d'abord pouvoir le remplir la cale, remplir la soute, peu importe ce que c'est. Et donc, pour réussir à faire ça, il y a deux manières. Soit on va demander à des chargeurs de nous donner des contrats, et à force de ces contrats, on va pouvoir financer le navire avec des financeurs. Ou alors, ça a été la stratégie de Grain de Sel, d'internaliser et d'intégrer de manière verticale une activité terrestre, donc un fonds de commerce, et qui produirait deux effets. D'une part, un besoin de transport pour la production terrestre et également, à travers la vente des produits, un moyen de financement pour le navire. Donc c'est un petit peu la boucle que l'on a réussi à faire. Et comme vous voyez ici, ce premier navire qui est un 24 mètres pour une capacité de chargement de 50 tonnes, et un prochain qui va sortir à la fin de l'année qui sera un 52 mètres pour une capacité de chargement de 350 tonnes, nous permettra à partir de l'année prochaine d'être autonome sur l'importation de nos matières, de nos matières premières à la voile. Donc pour expliquer, en fait, vous comprendrez que le projet de Grain de Sel repose sur une dimension environnementale très forte, sur des valeurs très fortes. Effectivement, Olivier Barraud est énergéticien et thermicien de formation. D'où l'efficacité énergétique, effectivement, au cœur de cette stratégie. On a vu avec Olivier Barraud, celui qui est avec nous aujourd'hui, la méthode de la fusée à 3 étages. Je crois que du côté de Grain de Sel, on évoque plutôt le donut. Exactement. Donc on reste dans les analogies agroalimentaires, dans le gourmet et le plaisir. Donc la théorie du donut, c'est quelque chose que l'on applique, qu'on essaye d'appliquer en tout cas à l'échelle d'une entreprise. Alors c'est plutôt des outils macro à l'origine, qui sont vraiment conçus pour prendre des décisions au niveau politique public, et que nous on a essayé d'appliquer à notre niveau. Donc la théorie du donut explique qu'il y a d'une part un seuil social à atteindre au niveau du bien-être de la société, des personnes, et il y a en même temps à respecter les limites hautes, c'est-à-dire les limites planétaires, les limites naturelles qui nous sont imposées par la nature elle-même et par les contraintes physiques que l'on a. Donc nous, sur le volet social, on a une
politique très forte. Et donc, quand on parle de l'usine du futur, il faut peut-être parler plus généralement d'un business model du futur, c'est-à-dire celui qui allierait les limites sociales, ou plutôt les seuils sociaux et les limites planétaires. Et donc sur les seuils sociaux, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais on a beaucoup d'éléments sur la politique au niveau de on va dire, le cadre de travail, les politiques salariales, avec des écarts très faibles entre le salaire le plus bas et le salaire le plus élevé. Personne n'est au SMIC chez nous. On a des politiques au niveau de nos fournisseurs. Et donc tout ça, ça vise à essayer d'atteindre au maximum, à notre échelle, avec les moyens que nous avons, à atteindre ces seuils sociaux. Et d'autre part, effectivement, dans l'optimisation énergétique, il y a bien sûr le respect des limites planétaires. Et donc qu'est-ce que nous, on peut faire pour essayer au mieux de ne pas dépasser, sachant que même si on ne le voit pas là, il y a déjà au niveau mondial des dépassements sur plusieurs de ces critères. Donc nous, clairement, sur la pollution de l'air, sur le changement climatique, sur l'acidification des océans et d'autres pertes de biodiversité, par exemple, évidemment que le transport décarboné par voilier cargo va répondre au moins partiellement à tout ça. Sur la partie purement de production, qui est quand même le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, pour raconter de l'histoire très rapidement, nous étions à l'origine hébergés en partenariat dans un ESAT, l'ESAT de Lanmeur, donc un organisme spécialisé dans l'accès au travail de personnes en situation de handicap. Ils avaient à leur disposition une salle blanche aux normes agroalimentaires, au moment où nous, on cherchait à établir notre chocolaterie. Donc on a investi leur lieu avec nos propres machines et notre personnel, et on a travaillé main dans la main avec eux. Cet espace est très rapidement devenu trop petit, trop restreint par rapport aux besoins de production et à la croissance de l'entreprise. Donc on a en parallèle construit notre propre usine, qui a donc été inaugurée en 2021. Et aujourd'hui, c'est l'ESAT qui vient travailler dans nos locaux. Donc on est parti d'une feuille blanche pour construire l'usine, et c'est là où justement l'expertise de Jacques et d'Olivier sur la partie énergie et évidemment la conduite du projet de Michael et de ses équipes vont pouvoir nous aider au niveau de la production à respecter au mieux les enjeux planétaires. Donc je vais laisser maintenant la parole à Michael. Justement concrètement, cette stratégie d'efficacité énergétique, qu'est-ce qui a été mis en place, Michael ? Alors, comme disait Stéphane, on est parti d'une feuille blanche, c'est le cas de le dire, puisqu'on était c'est un tout petit atelier. Ça nous a permis de nous roder aussi sur les machines qu'on utilisait. Alors, pour vous expliquer, c'est difficile de parler quelque chose d'un process, oralement. Tout le système de fabrication de chocolat, pour ce qui nous concerne, puisqu'on travaille ce qu'on appelle de la masse, c'est des fèves torréfiées broyées, et donc qu'on va affiner pour éviter d'avoir une certaine granulométrie en bouche, quoi, tout simplement. Donc pour ce faire, on a une grosse machine que vous pouvez voir en bas à droite, qu'on appelle une concheuse. Alors c'est pas très connu du grand public. La concheuse, c'est comme une grosse turbine avec des pales qui vont venir casser les particules de cacao et de sucre et affiner le chocolat. Qui dit pale dit frottement, qui dit frottement dit chaleur. Voilà. Donc on arrive au sujet. Les concheuses génèrent énormément de chaleur et doivent être contrôlées. Donc si on va refroidir ces machines, donc si on ne prépare pas notre système, notre process pour pouvoir économiser de l'énergie, eh ben c'est de la chaleur perdue. Voilà, tout simplement. Donc en fait, sur le bâtiment qu'on a essayé de faire et dans la logique de l'entreprise et de l'économie d'énergie et avoir le moins d'impact possible sur la planète, on a travaillé sur le process et sur le bâtiment. Donc sur le bâtiment, on a déjà un toit qui est recouvert de panneaux photovoltaïques. Ça fait à peu près 1200 mètres carrés, ce qui nous permet de nous fournir à peu près 15% de notre besoin, ce qui est déjà pas mal. Ça fait 284 panneaux à peu près dans ces eaux-là. On a aussi miser aussi sur une grosse isolation, puisque ce qu'on ne perd pas en calories, ça nous évite aussi de compenser en utilisation d'électricité ou d'énergie. Ça, c'est pour ce qui concerne le bâtiment. Sur la partie process, pour revenir donc aux concheuses, qui génèrent beaucoup de chaleur, donc qui nécessitent beaucoup de refroidissement pour maintenir le chocolat à une température correcte, c'est-à-dire 45 à 55 degrés, sinon on le cuit. Si on le cuit, ça ne ressemble plus à du chocolat. Donc on va avoir un système de pack à haute température qui va venir récupérer donc, ces calories. Pack pour pompe à chaleur à haute température, qui va venir récupérer toutes ces calories
Et ces calories-là vont pouvoir servir à d'autres machines dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a du stockage à 45 degrés, donc qui consomme là encore de l'énergie. On a des fondoirs qui nous permettent de faire fondre la masse qui va être introduite dans les conches, qui consomment aussi l'énergie, puisqu'on est sur du 70 degrés. Le stockage est à 45, les fondoirs sont à 70 degrés. Donc tout ça, ça va permettre d'avoir en fait un cercle vertueux qui va permettre d'éviter de consommer ou de surconsommer. De la même façon, le traitement de l'air dans l'usine, on a un groupe froid qui nous permet de chauffer ou de refroidir les locaux sociaux. Cette énergie-là aussi est récupérée au niveau de la pompe à chaleur haute température pour réutiliser les calories. Voilà. Donc, pour ceux qui sont bretons, on est dans le Léon, donc un sou est un sou. Donc on récupère tout ce qu'on peut. Voilà. Et dans la logique aussi, au-delà de la partie bâtiment, on essaie d'organiser le travail de telle sorte qu'on impacte le moins possible en termes de consommation d'énergie. Typiquement, quand on a des phases de production plus basses, ce qui arrive dans le chocolat, puisque l'été, ce n'est pas propice non plus à consommer du chocolat. Typiquement, l'été dernier, on a fait travailler les équipes sur 4 jours. C'était plus pertinent de faire travailler sur une période plus longue les équipes sur une journée, pendant 4 jours, que de faire travailler sur 5 jours. Voilà. Donc tout ça, ça rentre dans la logique de travail de l'ensemble des équipes, des responsables de service, qui permettent aussi de petit à petit gratter et d'éviter d'impacter. Voilà. Quid du monitoring, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut effectivement une politique de comptage pour savoir se situer. Comment c'est mis en place chez vous ? Alors, sur la partie comptage, on commence à faire la démarche Planet Score, par exemple. On suit aussi les consommations d'électricité. On passe aussi des contrats avec EDF pour récupérer le surplus, puisqu'on a du surplus, parce que le week-end, par exemple, on ne consomme pas forcément ce qu'on pourrait consommer au niveau des panneaux solaires. Donc tout ça, c'est une démarche de suivi, de performance et d'amélioration, quoi. C'est ça, c'est-à-dire vous soulignez qu'il y a des investissements matériels, mais il y a aussi une organisation et un management qui est tourné vers cette stratégie d'efficacité énergétique. Tout à fait. Stéphane, le mot de la fin pour votre intervention. On dirait que souvent on dit chez nous le kilowattheure le plus efficace, c'est celui qu'on n'a pas utilisé, celui qu'on n'a pas généré, bien évidemment. Donc dans la stratégie globale, évidemment qu'avoir les indicateurs, déjà c'est la base. Donc c'est des choses que nous on déploie au fur et à mesure pour au mieux justement mesurer ce qui se passe. Et tout à l'heure, M. Barraud parlait de zones d'ombre. Évidemment qu'il y en a forcément, donc c'est en mesurant qu'on peut s'en rendre compte. Donc déjà, du principe de base, et je pense que ça, c'est un peu le message de GrainSail, c'est de vous engager déjà dans cette démarche. C'est vraiment une démarche globale d'entreprise qui ne doit pas être propre à un seul service. Donc on est vraiment sur une approche transverse de la RSE et de l'optimisation énergétique de l'entreprise, sur l'ensemble, que ce soit sur le transport, sur la production ou sur même les déplacements de manière générale. Après, effectivement, ce qui est important, c'est d'insuffler tout ça. Et ça ne se fait pas non plus, on parle souvent chez GrainSail de séquentialité. Donc on n'a pas la science infuse, on a des ressources limitées. Donc c'est aussi faire au mieux et d'accepter qu'aujourd'hui on est à ce point-là et avoir cette feuille de route vers où on veut aller. Donc ça ne se fait pas tout simultanément et ça c'est parfois frustrant. Mais il faut savoir l'accepter et c'est en mettant des choses en place au fur et à mesure que l'on tend vers le meilleur. Et ça, c'est peut-être le mot de la fin. Merci Stéphane, Michael, vous pouvez les applaudir pour ce précieux témoignage. Je vous invite à rester avec nous pour une séance de questions-réponses. Olivier Barraud est également présent. Vous l'avez vu, une forte actualité en termes de dispositifs d'accompagnement, un témoignage qui illustre la réalité d'une entreprise engagée. Alors, un micro circule, n'hésitez pas à profiter de ce moment pour demander des précisions, porter un commentaire, un témoignage. Je vais lancer la première question en me tournant vers Olivier Barraud. Vous nous avez présenté la démarche d'accompagnement d'un petit groupe français, Danone. On voit la démarche d'une entreprise, voilà, elle a une taille plus proche de la PME, bien évidemment. Comment on ajuste justement votre méthode en fonction de la taille de l'entreprise ? Il est évident qu'il ne faut pas, évidemment, quand on parle de noms que tout le monde connaît à l'échelle de ces usines-là, de ces groupes-là, ça paraît impressionnant. Il faut voir que chaque usine est quand même une petite unité PME.
Simplement, ils ont des fonctions de support qui sont plus importantes en général qu'une entreprise isolée. Donc, il n'y a pas le même effet, on va dire, de renforcement de la compétence et d'une vision d'ensemble pour agir en commun dans la bonne direction. Ceci étant dit, les petites structures ont aussi plus d'agilité, ce qui est un bénéfice. Donc, chaque cas est un petit peu différent. Évidemment, il faut adapter le marteau à l'enclume. La méthode, elle ne change pas fondamentalement dans ce cas-là. Mais c'est vrai qu'il faut d'autant plus s'appuyer dans les petites structures sur la compétence qui est là, qui est préexistante. Évidemment, se faire entourer quand c'est nécessaire. Mais cette notion de compétence, de formation, de vision un petit peu, de prendre du temps et du recul pour observer, par exemple, les démarches de type pas à pas qui ont été mises en place par l'ADEME sur la décarbonation de l'entreprise intègrent ce sujet de l'énergie, mais bien d'autres. Et là, le donut, il prend tout son temps puisque on ne peut pas se lancer dans des nouvelles fabrications de produits aujourd'hui sans avoir une réflexion de type analyse de cycle de vie avec tous les impacts collatéraux qu'on peut avoir et pas avoir un bénéfice négatif versus un bénéfice, une contrepartie négative à un bénéfice en apparence immédiat, quoi. Je me tourne justement vers Grain de Sel. Effectivement, Olivier vient de montrer que les exigences parfois s'accordent, mais parfois elles peuvent venir s'opposer, exigences économiques, environnementales, y compris au sein de l'item environnemental. Selon ce que l'on regarde, c'est pas toujours simple. Vous, c'est quoi le juge de paix? Comment vous tranchez? Est-ce que vous utilisez par exemple les analyses de cycle de vie? Alors, typiquement, sur l'analyse de cycle de vie, on commence tout juste à gratter la surface sur ça. Et c'est, encore une fois, c'est un peu ce que vous disiez au niveau des ressources. Donc, une petite entreprise a forcément ses propres limites. Pour tout vous dire, l'entreprise que vous voyez derrière là a été inaugurée en octobre 2021 et on vient la semaine dernière, alors en présence de Michael et de la responsable qualité chez nous, on peut l'annoncer publiquement, on vient d'être certifié ISO 9001. Donc, ça fait partie aussi, alors c'est pas le end or be là, c'est pas la finalité en soi, mais ça permet aussi d'apporter cette structuration au niveau documentaire et au niveau KPI. Et donc, à partir du moment où on a ces outils-là, évidemment qu'on peut aller de plus en plus loin. Et l'analyse de cycle de vie fait partie des objectifs pour nous. Voilà, des outils que vous allez expérimenter. Alors, on sait que ce sont des outils parfois complexes et coûteux, d'où l'intérêt d'avoir peut-être des outils plus simplifiés. Il existe des ACV simplifiés. La question du coût, Michael, vous nous avez rappelé la philosophie du Pays du Léon. Je crois qu'elle est partagée dans beaucoup d'endroits de France, hein, pour être tout à fait sincère. Olivier nous a présenté différents dispositifs d'accompagnement. Pour une entreprise comme vous, c'est important justement peut-être d'aller chercher ce type de dispositif. Vous avez pu bénéficier pour les investissements que vous avez effectués, peut-être des aides. Quelles sont-elles ? Alors, je vais parler, moi, généralement sur le financement du bâtiment, on a eu un peu d'aide. Après, sur la performance... Sur les outils et sur les machines, il y a une étude de CARSAT, par exemple, pour optimiser au mieux la façon de travailler et l'impact sur les équipes. Et donc là, on a fait appel à CARSAT, on a fait appel à la médecine du travail pour pouvoir faire les dossiers et avoir des aides de ce côté-là. Ouais. Et on continue encore à étudier les postes de travail. Et on sollicite toujours la CARSAT pour nous aider aussi. Et quid des C2E, certificats d'économie? Alors on a eu aussi une enveloppe sur la partie énergie. Et le plus dur, c'est de monter les dossiers, quoi, on va dire. Ah. Voilà. Alors, je me tourne vers Olivier Barraud. Les C2E, vous connaissez un petit peu. Monter les dossiers, comment on peut aider justement les entreprises sur ce sujet-là? Alors déjà, les C2E, c'est un dispositif qui vit énormément, hein. Il est déjà assez ancien. Il a été mis en place, je dirais, pour compléter le dispositif des sites, des très gros sites à l'origine, pour remplir les objectifs de Kyoto. Il faut comprendre comment ça a été pensé. On a imposé aux plus gros sites un PNAC, un plan national d'allocation de quotas. On émettait un quota pour une cinquantaine d'usines les plus consommatrices en France. Et on laissait à côté tous les sites qui ne sont pas les plus électro- ou énergético-intensifs. Et donc les C2E ont été mis là pour adresser tous les sujets du bâtiment, des process, du transport, etc. Donc vous avez une liste de fiches évidemment importante, ce qui n'est pas évident évidemment pour un industriel d'identifier quelles sont celles qui les concernent. Donc il y a un chapitre industrie qui vous concerne nécessairement. Certaines fiches ont été très porteuses d'aide, par exemple sur la récupération de chaleur fatale, dont vous avez peut-être bénéficié sur les PAC. Alors quelquefois les industriels ne le voient pas directement parce que c'est intégré dans l'offre du fournisseur, d'accord ? C'est intéressant quand même d'avoir un petit peu de transparence de ce point de vue-là pour savoir
parce que c'est quand même votre propriété au départ, les C2E, et de savoir ce que ça représente et quelle valeur on met au bout, c'est quand même important, et ce n'est pas simplement une remise comme c'est parfois présenté. Donc effectivement, il faut savoir se faire aider parce que ce n'est pas toujours très simple. Ces dispositifs vont changer au fil du temps, bien entendu, mais il y en a constamment des nouvelles fiches qui sont créées. Et par exemple, sur le monitoring, il y a une fiche qui est aujourd'hui très active et qui permet d'aider à ce financement-là en complément du dispositif sur la 50001, sur la formation, etc. Et je crois qu'il faut vraiment miser quand même sur votre ressource et votre capacité à investir ce sujet-là et pas que ça vienne de l'extérieur et ne pas considérer que c'est systématiquement l'investissement qui va faire l'économie. Il y a déjà un gros travail à faire sur le mieux maîtriser ce que l'on fait avant de rajouter de l'investissement qui, quelquefois, peut avoir d'autres effets, je dirais, collatéraux, entre guillemets, quoi. Merci Olivier, ça sera le mot de la fin. Vous pouvez applaudir chaleureusement nos 3 intervenants pour le témoignage apporté, l'expertise, voilà, des interventions très précieuses.